Mesdames, Messieurs, bienvenue. 2018 démarré sur les chapeaux de roue, pratiquement avec une fronde sociale. La toute première, à l'ère de la gouvernance talent, aura enregistré sa toute première manifestation de rue. Le 23 du mois de janvier, sur appel du Front pour le sursaut patriotique, FSP, regroupement du syndicat, de partis politiques d'opposition et de mouvements de la société civile, la rue a une fois encore grouillé de monde. Consécutivement à la manifestation qu'il a eu à organiser, l'FSP donc en juin 2017. Un déferlement humain pour, disent-ils, les organisateurs, décrier les dérives du gouvernement et sa gouvernance. Ceci d'une part. D'autre part, appeler à la tenue de concertation nationale pour sauver le Bénin. Marche de protestation du FSP, urgence signalée d'une assise nationale ou pure diversion. Mesdames, Messieurs, c'est bien là le thème qui focalisera notre attention pour ce numéro-ci de votre émission Débat 100% Bénin. Pour le débat, un observateur averti de l'actualité socio-économique et politique du pays, un coach en politique de développement et gestion de crise. À ma gauche, Ano-Éric Aguenounon, professeur du séminaire propédeutique de Mistrité et directeur des études. Il est prêtre à l'archidiocèse de Cotonou. La tenue parle en son nom. Écrivain aussi, essayiste, il a à son actif 3 ouvrages déjà, dont La soif du pouvoir. La politique ne lui est pas un domaine étranger. Ano-Éric Aguenounon, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Bonjour. Donc, vous l'avez précisé, oui, en face de vous, c'est bien le coach Patrick Amand-Pognon. Il n'est plus à présenter sur ce plateau. Il est coach en politique de développement et gestion de crise. Et chaque jour que Dieu fait, le Bénin semble frôler un peu le pire. En tout cas, la situation socio-politique et économique n'est pas des plus reluisantes. Mais on travaille, disent-ils, à faire en sorte que le Bénin retrouve ses lettres de noblesse d'antan. Un mois de janvier marqué de grèves perlées. Et comme pour en ajouter à la tension sociale, une marche de protestation du FSP, le Front pour le sursaut patriotique. Marche pacifique, dit-on, mais qui a failli tourner de peu à autre chose. Un incident que l'on peut qualifier de mineur sur lequel ou avec lequel la manifestation a démarré. Nous allons plutôt suivre un peu l'ambiance de début de manifestation avec la complicité de la régie. Et ensuite, on reviendra sur la portée de la mobilisation. La régie. Le préfet, dans tous les cas, ne peut pas modifier l'itinéraire sans avoir discuté avec Alors, nous voulons notre papier. Nous sommes repartis le soir à 18h, à 16h. Et de 16h vers 17h, les agents de la mairie se rapprochent de nous pour dire que le préfet a changé l'itinéraire, a même changé le lieu de rassemblement. Que le préfet a dit que le rassemblement aura lieu à l'Étoile Rouge. La marche va passer par le commissariat, le Carrefour Africa et on va à la bout du travail. Camarades, salut! J'ai répondu, nous avons répondu immédiatement aux agents de la mairie que ça ne se passe pas comme ça ne peut jamais se passer comme ça. On ne peut pas remettre en cause les libertés que le peuple béninois a conquis de haute lutte. C'est depuis des années, des gens sont morts pour ça, des gens ont fait la prison pour ça. Alors, nous rejetons cela. Donnez-nous le papier. Et nous avons appelé Lucien immédiatement. Avant que Lucien arrive, ils tournent, ils reviennent, ils disent bon, le préfet a déjà autorisé que le rassemblement ait lieu à la bout du travail et à la place de Nîmes. Mais la marche va passer par Gaston Nègre
le troisième pont et l'échangeur Stemès, on passe par le coin, là où il y a un long mur là jusqu'à Libercom, et on tourne pour aller du côté des rails jusqu'à la bout du travail. Je dis, ça, c'est non. Ce n'est pas à quelques minutes de la marche, à quelques heures de la marche qu'on viendra nous dire ça. On doit discuter avec nous. Comme chaque fois, les années passées, chaque fois qu'il y a un problème de sécurité, le commissariat nous a toujours invités et on a toujours discuté. Donc, on ne peut pas accepter ça. Donnez le papier. C'est vers 20h. C'est vers 20h que nous avons reçu le papier. Et le papier dit, entre-temps même ce qu'ils ont dit verbalement, c'est que arrivé au niveau du carrefour Zongo, nous devons atterrir au carrefour Une-Africa et continuer à la bout du travail. Mais quand ils ont écrit, ce qu'ils ont écrit, ce n'était même plus ce qu'ils m'ont dit verbalement. Ça veut dire que c'est au pifomètre que les gens choisissent de violer les libertés. Quand ils ont commencé par dire, vous passez par le pont est sensible, mais nous avons dit, ce n'est pas notre poids qui va faire tomber le pont. Et qu'on a toujours marché par là. Les années passées, même de l'autre côté, il y a un pont encore. Donc, nous, il y a un pont de l'autre côté, plus vieux. Alors, il n'est pas question de changer l'itinéraire. Et si vous avez pu accepter tout à l'heure que le rassemblement ait lieu à la place Lénine, vous devez pouvoir accepter que la marche se déroule selon l'itinéraire choisi, qui ne dérange personne. Qui ne dérange personne. Est-ce que l'itinéraire dérange quelqu'un? Et ils ont parlé du marché d'Antokwa. On a dit non, que nous ne rentrons pas dans le marché d'Antokwa. Encore que nous passons devant et le marché est clôturé, donc ça ne gêne personne. Et tout à l'heure, nous nous sommes rapprochés de l'encadrement, de la police, qui est la force qui souffre le plus dans ce pays. C'est eux qui sont sous le soleil, sous la pluie. C'est eux que les braqueurs tuent. Et c'est eux qu'on refuse les primes. Et lorsque le peuple veut se libérer, c'est à eux qu'on a arraché encore les libertés syndicales. Donc notre marche là, c'est pour protéger la police, pour leur donner les libertés syndicales, oui ou non? Oui. Alors, si vous, on veut vous envoyer ici pour venir cautionner l'arbitraire pour que le gouvernement continue de régner un gouvernement autocratique. Non. La loi, on nous dit de respecter la loi. Et l'article 19 de la Constitution, en son alinéa 2, dit ceci. Tout citoyen est délié du respect de l'ordre, d'où qu'il vienne, si cet ordre-là viole les droits de l'homme et les libertés publiques. C'est l'article 19 de la Constitution qui le dit. Donc les policiers ne sont pas obligés de respecter l'ordre de troubles-là qui violent nos libertés et violent les libertés publiques. Nous-mêmes, nous ne sommes pas obligés de respecter l'ordre de troubles-là. Liberté des personnes et des biens, l'un des points inscrits sur la plateforme revendicative conduisant à la manifestation du jour. Il en a été question au début de la marche. Il faut noter que par la suite, l'itinéraire annoncé tout au départ par les organisateurs a pu être respecté avec un point d'arrêt au niveau de l'église Saint-Michel de Cotonou. L'autre point de rassemblement qui doit conduire par la suite à la bourse du travail. Des négociations auraient duré à ce niveau 15 bonnes minutes. Par la suite, un terrain d'entente, une fois encore, a été trouvé avec la police. Répul
républicaine. Et par la suite, le cortège s'est ébranlé. Destination bourse du travail. Chers invités, vous avez suivi un peu ce point qui a failli être un autre point de désaccord. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Votre réaction avant qu'on apprécie le contenu même du message porté par les organisateurs de la manifestation du jour. Je me retourne vers le coach Aman Poyon. Vous savez, c'est-à-dire que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, je me dis qu'on a tendance chaque fois au Bénin, depuis Mathusalem, on a tendance à se mettre la peur, à se créer des tensions inutiles, à se créer des problèmes inutiles. Vous savez, quand je sais ce qui s'est passé aujourd'hui à la place Lénine, où on était à 2 doigts que ça carbure, on se point d'arrêt devant l'église Saint-Michel, où on est à 2 doigts que ça carbure. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai étudié les stratégies sous toutes les formes. J'en ai étudié d'Hannibal, j'en ai étudié de Machiavel, je n'ai étudié, mais je ne sais pas à quelle stratégie ça répond de créer la tension chaque fois. Je crois que véritablement nous avons besoin de changer un peu au Bénin et de cesser de nous faire peur inutilement avant de régler les problèmes. Je sais que nous allons régler comme d'habitude, mais évitons cette fois-ci de nous créer des tensions inutiles. Parce que là, je ne sais même pas à quoi ça répond. On est en train d'augmenter, de franchir les lignes rouges. Les lignes rouges, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, nous aurons l'occasion de décliner pour que les gens sachent ce qu'il faut faire et Pierre sache ce qu'il faut faire afin que ce pays demeure la démocratie qu'on a tant chérie. Oui, Arnaud, quelle lecture faites-vous de ce dissident qu'on pourrait sous d'autres yeux qualifier de mineur, mais qui, comme le disait Coach Poyon, pourrait déboucher sur quelque chose de bien dramatique? Je pense que cette marche, il faudrait d'abord l'inscrire sous 2 registres. Le registre de ce qui est ordinaire. Dans un État démocratique comme le nôtre, un État de l'État de droit, les libertés civiques sont respectées, les procédures ont été respectées et je pense que ordinairement on a l'habitude de marcher. Dans un passé récent, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ont beaucoup marché. Et donc, dans cet ordinaire-là, je pense qu'il n'y a pas en fait de problème. Il faut laisser simplement ceux qui veulent marcher et encadrer leur marche. Dans l'extraordinaire, ce que je trouve de pétillant, c'est que cette marche vient comme un son de cloche, comme une voix levée qui veut lever les verrous de peur politique qu'il y a aujourd'hui. Et cette marche ne pourra pas lever tous les verrous, mais progressivement avec cette marche, avec les réactions des uns et des autres, je pense que progressivement les verrous des peurs au niveau politique, des peurs politiques vont se lever au fur et à mesure. Au niveau des peurs politiques, oui, c'est une question qui devient aussi préoccupante depuis quelque temps. Il paraît que c'est bien difficile d'exprimer ses opinions, en croire ses organisateurs. La question se pose, quoique libre d'aller et de revenir, pas pour autant libre de s'exprimer. Coach Aman Poyon, quand on le dit sous cet angle, on se demande, est-ce que il ne s'agit pas plutôt des Béninois eux-mêmes qui s'amusent à se faire peur? Parce qu'on ne trouve pas qui fait peur à qui. Ah oui, on a trouvé aujourd'hui qui fait peur à qui. On a trouvé? Oui, puisque aujourd'hui, des Béninois en masse ont voulu exprimer de leur liberté et une personne a décidé que ça ne doit pas se faire. Ça veut dire qu'il y a des noms derrière ces peurs. Parce que ce n'est pas normal. Vous savez, on est au Bénin. On est au Bénin et quand on dit que dans d'autres pays, on marche, d'autres pays qu'on dit non démocratiques, on marche, et qu'au Bénin, on veut marcher, et qu'on fait preuve de tant de dribblerie pour empêcher la marche, qu'on demande de passer à côté des rails. Je ne sais pas s'ils sont devenus des cheminots pour remplacer l'OCBN, où le train ne siffle plus. Mais je vous dis, il est important que nous comprenions que tant que nous allons nous voiler la face, ne pas reconnaître la réalité, nous ne pourrons pas la soigner, nous ne pourrons pas la corriger. Il est important que nous nous disions la vérité. C'est pas normal qu'on veuille marcher sous le régime de la rupture, un régime amené au pouvoir par les marches, et qu'on puisse faire autant de difficultés pour les marches. Je crois que le chef de l'État, encore une fois,
doit se dire quand même quelque chose ne tourne pas rond dans ma façon de gouverner ce pays. Et je crois que c'est très important. Je vous dis, fondamentalement, quand je regarde le Bénin aujourd'hui, ça me rappelle une situation qui s'est passée à Aguégué, où un Allemand a décidé d'amener de l'eau potable à Aguégué. Et il arrive, il commence par placer les tuyaux. Une zone où il y a de l'eau. Non, il n'y a pas d'eau potable. Il y a de l'eau, mais il n'y a pas de l'eau potable. Donc il met les tuyaux sous l'eau, et quand il ouvre le débit à Port-Nouveau, le tuyau explose. Il reprend, le tuyau explose. À un moment donné, un acheteur béninois va lui demander, mais est-ce que vous êtes allé informer le chef du village de ce que vous voulez amener? Il dit non, je vais leur amener de l'eau potable. Pourquoi je vais aller là-bas leur dire? Il dit, mais tant que vous n'allez pas l'expliquer, l'eau ne viendra pas là-bas. Résultat, il est allé par curiosité, il a informé le chef du village. Il dit, mais en fait, nous voyons des tuyaux, on ne sait pas ce qui arrive, on ne peut pas laisser venir. Maintenant, votre tuyau peut passer. On a ouvert l'eau, ça a marché. Nous sommes dans le même problème. Patrice Talon doit comprendre que quelles que soient ses bonnes volontés, tant que les Béninois n'ont pas compris où il les amène, ils ne le laisseront pas faire un pas de plus. Voilà de quoi il s'agit. Il faut que, quelles que soient ses bonnes volontés, qu'il décline ça clairement. Les Béninois ne comprennent pas le chef de l'État. Et tant que le chef de l'État ne sait pas faire comprendre, vous allez voir des situations comme ça qui vont s'aggraver de plus en plus. Et il faut que le président se rappelle la mémoire de l'Afrique. Vous vous rappelez au Burkina, Blaise Compaoré avait une marche dehors. Tous les chefs d'État l'ont appelé. Annule cette révision de la Constitution. Il dit, vous ne connaissez pas mon peuple. Ils font des marches, mais ils n'ont aucun pouvoir. Ils ne feront rien jusqu'à Blaise est tombé. Le président doit comprendre que nous sommes en train d'arriver à des lignes rouges qu'on est en train de franchir. Le peuple béninois veut comprendre son président et je ne sais pas quel problème il y a à cela. Et je voudrais que le président fasse quelque chose pour apaiser ce peuple, qui donne des gages, qui donne des signes, qui leur montre qu'il veut, il les écoute. Et tant que ce n'est pas ça, vous allez voir que ça va s'accroître, et ce n'est pas notre souhait. Il faut que le président prenne ses responsabilités. Il faut que le président prenne ses responsabilités. Le mot est également des organisateurs de la dite marche. Un certain nombre de points qu'ils ont brandis et pour lesquels ils aimeraient avoir une suite dans les plus brefs délais. Cette marche, disent-ils, a été organisée contre la vie chère. Une marche contre le vote de loi scélérate, une marche contre ce qu'ils appellent le patrimonialisation de l'État. La liste elle est longue. Je m'en arrête là et ensuite on va égrener quelques autres de ces points. Alors, quand vous suivez ce chapelet de doléances, vous qui côtoyez les Béninois, qui êtes souvent à l'écoute du peuple, est-ce que vous vous retrouvez dans ce chapelet de préoccupations égrenées? Sans mentir et en restant réaliste, il faut se dire que c'est vrai que le panier de la ménagère aujourd'hui est fragilisé. C'est vrai que la pauvreté est de plus en plus ambiante. C'est vrai que le Béninois souffre. Mais il est aussi vrai que toutes ces souffrances, cette pauvreté-là, ne datent pas de cet instant. La pauvreté, les questions du panier de la ménagère, les questions de richesse et de pauvreté datent de longtemps. Ce qu'il n'y a pas encore eu dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas encore eu de révolution sociale et culturelle. On a eu de révolutions politiques. Mais les révolutions sociales, politiques et économiques et culturelles ne sont pas les mêmes. Et donc, dans un pays où foisonnent les pauvres et il y a une minorité qui est riche et qui est de plus en plus riche, on peut aller jusqu'à une révolution sociale, culturelle. Vous voyez, en France, il y a eu la Révolution française où le tiers-État a combattu la noblesse et le clergé. Et cette révolution a nivelé et équilibré la destination finale et universelle des ressources de l'État. C'est la marche ou la voie que les Béninois sont en train d'emprunter? Je ne dirais pas que nous irons à cette extrémité-là, parce que la marche qu'il y a eu constitue vraiment une seule parole.
pour qu'il y ait cette révolution sociale-là, il faudrait que tout le peuple se lève. Il faudrait que l'opposition devienne davantage forte et que les rangs de l'opposition se gonflent. Aujourd'hui, dans notre sociologie, dans notre anthropologie, le pauvre se tait. Le pauvre célèbre le riche. Le pauvre respecte le riche. Vous voyez un jeune qui a 25 ans, qui est riche, il sort de sa voiture, on l'appelle le boss, on l'appelle le patron, on le respecte. Dans notre culture, on respecte le riche, on célèbre le riche. On ne tient pas compte d'où vient son argent, quelle est l'odeur de son argent, quelle est la couleur de son argent. On ne tient pas compte de cela. Il est riche, point. Et puis, quand nous voyons nos campagnes électorales, quand un homme politique va dans son terroir, qu'est-ce qu'il promet? Mais il promet ce qui est matériel. Il ne débat pas sur les idées. Il ne débat pas sur les concepts parce que le peuple n'a pas ce niveau-là. Le peuple n'attend que les œuvres. Et qu'est-ce qui donne les œuvres? C'est l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on miroite toujours un faiseur de roi richissime, un chef d'État richissime. Mais quand on vient au pouvoir, les réalités ne sont pas celles que nous croyons, celles que nous voyons de nos yeux. Quand on tient le gouvernail, on sent tout de suite la pression de part et d'autre. Il y a des lobbies qu'on ne voit pas. On sent aussi l'intérêt personnel. On sent aussi le poids du pouvoir qui est si grisant et si séduisant. Et on se sent très fort. Alors là, la route, elle est longue, empruntée. Et pour le bout du tunnel, encore de chemin à parcourir. Encore si le chef de l'État s'entête toujours. Il est l'homme de la situation. Il peut décider demain matin que cette révolution sociale, que cette révolution culturelle se fasse maintenant. Il peut. J'ai étudié les ressorts du Bénin. Nous sommes dans une situation, dans une configuration où la solution est totalement dans la main d'une seule personne, qui a la possibilité d'être tout à l'heure à la rencontre avec les centrales syndicales, de leur annoncer la bonne nouvelle. En disant, je vous ai compris, je vous ai entendu. À la conférence nationale du Bénin, à la clôture de la conférence nationale, Mathieu Kérékou disait exactement ceci. Militaires de carrière que nous sommes, nous ne connaissons pas la politique. Peuple béninois, pardonnez-nous. Et cet homme est redevenu populaire. À la seconde où il a dit ça, il est redevenu populaire. Nous sommes dans un scénario où nous avons un chef d'État très impopulaire dans le pays, mais qui a encore les armes en main pour devenir populaire. C'est une situation extraordinaire pour Patrice Talon, mais qu'il n'utilise pas. Il a besoin aujourd'hui de calmer le jeu. Il en a les outils, il en a les armes. Seulement, s'il s'entête à ne pas calmer les jeux, il y a des forces métaphysiques qui gouvernent ce pays qui seront obligés de prendre le pouvoir. Et c'est ce qui risque d'arriver s'il pense que ce pouvoir qu'il a, il peut l'utiliser comme il veut, quand il veut, pour en faire ce qu'il veut. Il est important, nous ne sommes même pas encore dans une situation où on peut dire que le programme du chef d'État n'est pas bon, puisqu'on ne le comprend pas. Le peuple béninois ne le comprend pas. Nous sommes dans une situation où on a besoin de pédagogie pour que les deux camps se comprennent. Parce que vous ne pouvez pas amener quelqu'un quelque part sans son avis. On ne peut pas raser la tête du roi en son absence. Il faut que la personne soit chez un coiffeur pour être coiffée. Or, le peuple béninois refuse de faire un pas en avant tant qu'il ne comprend pas là où on l'amène. Voilà la situation. Et qui peut l'aider à comprendre? Le chef de l'État. Qui peut l'aider à avoir la paix? Le chef de l'État. Qui peut calmer le jeu? Le chef de l'État. Et le chef de l'État a intérêt à le faire, au risque que le budget du Bénin continue de diminuer chaque année. Parce qu'aucun bailleur ne vient dans un pays où on ne sait pas quel sera demain, quel sera après-demain. Voilà les réalités dans lesquelles nous sommes. Je voudrais rappeler, dire ceci au président du Bénin. Vous voyez, il y a un fait qui s'est passé à la conférence nationale. Et je voudrais dire ça à tous les Béninois pour que vous compreniez avec quoi on est en train de s'amuser. Un monsieur était à la conférence nationale, jeune à l'époque. Il était dans la salle. Lorsque son cousin, qui est dans la garde présidentielle, lui annonce qu'ils ont reçu des instructions pour que dès que le top est donné, qu'on tue tout le monde dans la salle. Et que s'il se met à l'entrebâillement de la porte et il fait un geste qu'ils ont codé ensemble, il n'a qu'à se coucher par terre. Qu'il n'a qu'à savoir que là, l'ordre a été donné de tirer. Maintenant, il oublie qu'il a ce deal avec son cousin et vient se mettre dans l'entrebâillement de la porte, alors que ce n'est plus pour passer un message. Et l'autre s'est couché par terre. Il se couche par terre et son voisin lui dit, mais tu as quoi?
Il dit j'ai crise d'épilepsie. C'est lui qui dit qu'il a crise d'épilepsie. C'est pour vous dire, ils ont souffert à la conférence nationale. Ils ont passé des heures troubles. Ils ont passé des heures difficiles. Ne nous amusons pas avec ça. Monseigneur de Souza est tout retourné dans sa tombe. C'est pas ça qui était la conférence nationale. Comment vous l'avez su? Pardon? Monseigneur tout retourné dans sa tombe? Comment ici, vous pouvez vérifier. Monseigneur de Souza est tout retourné dans sa tombe. C'est-à-dire aucun acteur de la conférence nationale ne peut être à l'aise aujourd'hui. Nous avons tué progressivement. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Imaginez un instant que la Cour constitutionnelle donnait raison à l'Assemblée nationale. Ce qui va se passer, c'est que les syndicalistes vont refuser de respecter ça. Vous êtes sûr? Ils vont refuser, puisque l'Assemblée ne respecte pas les décisions de la Cour constitutionnelle, puisque le gouvernement ne respecte pas les décisions de la Cour constitutionnelle. Pourquoi eux, ils vont respecter? Nous sommes en train de perdre progressivement les piliers de la conférence nationale. Les institutions ne sont plus respectées au niveau du Bénin. Il faut qu'on réhabilite ça. Et le chef d'État en a les pouvoirs de réhabiliter. Oui, vous le dites si bien, le chef de l'État a les pouvoirs de tout réhabiliter. Donc la solution s'appelle le chef de l'État. Mais pour les leaders du Front pour le sursaut patriotique, au-delà du chef, il y a des maillons qui apparaissent comme des points d'ancrage qui empêchent le chef de faire convenablement son travail. Ils ont eu à citer comme nom le président de l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux. Vous qui suivez de très près les derniers surtout développements, ces hommes ont été pour beaucoup et perçus, en croire les manifestants, comme des solutions pour un Bénin véritablement révélé. Ce Bénin plus prospère que jamais, plus uni que jamais. Mais aujourd'hui, ils les perçoivent comme des poids dont il faut se débarrasser, pour reprendre les expressions, pour pouvoir permettre au chef de l'État d'aller de l'avant. Le problème que le Bénin a, c'est la question, est-ce vraiment ces hommes, ou une fois encore le chef lui-même, qui doit plutôt conduire sa troupe convenablement? Je pense que toute stratégie de développement, tout plan d'action de développement doit mettre au cœur de lui-même l'homme. L'homme dans sa dignité. L'homme dans la cohérence du dire et du faire, et dans la cohérence de ce qu'il est dans le temps et dans ce que j'appelle l'action positive. Ce que nous constatons, c'est un problème de dignité, c'est un problème de cohérence. Les acteurs politiques, qui sont les élites, c'est eux qui constituent la communauté politique du pays. Et cette communauté politique doit éduquer la masse, éduquer le peuple, montrer la voie au peuple. Vous avez l'impression que ça ne se fait pas? Ça ne se fait pas. Il ne s'agit pas d'un chef d'État uniquement. Le chef de l'État a des conseillers, il a des ministres, il a le Parlement. Maintenant, où nous allons? J'ai l'impression que ce n'est pas l'intérêt général du pays qui préoccupe, ce n'est pas le pays qui préoccupe les uns et les autres, mais ce qui préoccupe les uns et les autres, ce sont les intérêts personnalistes, ce sont les positionnements. C'est le fait de récupérer tout ce qui a été dépensé durant les élections passées, de se faire un peu de ressources et de continuer à bénéficier du statut qu'on a, parce que nous aimons les honneurs. Nous n'aimons pas les charges. Et il est plus facile aux hommes politiques de glisser vers tout ce qui est médiocre que de tenir le gouvernail avec éthique, avec équité, avec respect de l'autre. Parce qu'il s'agit de prendre l'autre comme soi-même. Mais il est difficile de prendre l'autre comme soi-même si on est gouverné par l'intérêt général, si on n'est pas gouverné par l'intérêt général et si on est guidé par l'argent, par le bien personnel. Et il s'agit pour nous aujourd'hui de nous dire quelle est l'éthique qui doit gouverner l'élite
politique aujourd'hui. Quelle éthique pour gouverner l'élite politique? Une fois encore, l'FSP lui apporte une réponse. Le chef de l'État doit pouvoir revisiter un peu un passé pas très reluisant, mais qui aujourd'hui se trouve un présent heureux pour lui. Il dénonce une certaine arrogance pour être très précis dans la gouvernance, un certain mépris vis-à-vis du peuple, un peuple qu'il va falloir reconsidérer. Côte à Mampognon, avez-vous l'impression que le peuple béninois est considéré pour très peu de choses? Oui, c'est mon président de la République. Je vais le dire en des mots plus respectueux. Monsieur le Président, le peuple béninois ne se sent pas pris en compte dans ce que vous faites. Donc je le dis avec les mots qu'il faut, mais je dis la même chose. C'est-à-dire que actuellement, le peuple n'est pas écouté. Le peuple n'est pas écouté. C'est quand même dommage qu'un syndicaliste passe sur les chaînes de Sika TV et parle au nom du peuple. Et que le chef de l'État ne puisse pas parler au nom du peuple. Je vais vous donner un exemple. Le chef de l'État a fait son discours devant l'Assemblée nationale. Un discours de près d'1 heure du temps. Il n'y a pas eu un seul applaudissement au cours du discours. C'est-à-dire que même les députés du bloc de la majorité présidentielle ne sont pas en phase avec le discours du chef de l'État. N'est-ce pas vous, votre lecture? Non, ça là, allez demander à tout communicant. C'est vrai que c'est un constat, allez demander à tout communicant. Cette lecture-là, il n'y a pas un seul moment où ils ont senti le besoin d'applaudir. C'est ça ou bien c'est signe de respect plutôt? Ah non. Pour ne pas perturber l'autorité. Non. Et donc, Zéméwé, ça te prend. C'est-à-dire que l'applaudissement est spontané. L'applaudissement est spontané. Lorsqu'on est convaincu. Ne dites pas que ensuite, les élus du peuple sont des hypocrites qui accompagnent le chef. Non, c'est-à-dire que quand vous dites hypocrite, qui lui a demandé l'avis pour l'élaboration du discours? Qui lui a demandé l'avis pour l'élaboration du discours? Mais si le chef... Vous n'en savez rien. Non, il n'a pas demandé l'avis. Et quand on dit Mbedji Djogbenou, laissez Mbedji tranquille, laissez Djogbenou tranquille. Mbedji a pu dire non à Yaïboni. Ça veut dire que c'est la danse qui fait que Mbedji se plie. Si la danse change, il y a toujours un commandant à bord. Il est responsable de ce qui se passe sous son régime. Et qui est le commandant dans le cas? C'est Patrice Talon. Donc c'est sa danse, c'est lui qui a dit rupture. C'est lui qui a dit rupture. Maintenant, la rupture fonctionne comme ça. C'est lui qui l'a dit. Et le président Patrice Talon est capable à tout moment de dire au président Mbedji, il vaut mieux faire les choses comme ça. C'est-à-dire, vous savez, quand on dit collision entre les deux institutions, non, ce n'est pas une affaire de collision, c'est une affaire de... C'est-à-dire les enjeux du moment. L'abbé a dit quelque chose de très clair. Il dit la peur politique. La peur politique. On juge les députés, on les traite de traite et tout, mais personne ne se préoccupe lorsqu'on les met en prison. Quel est le Béninois qui sort pour aller les défendre? Et c'est pourquoi l'abbé dit que la marche va faire que de plus en plus de personnes vont se dire, il y a de plus en plus de Béninois qui commencent par défendre les libertés, donc je peux me permettre de dire ce que je pense. Voilà de quoi il s'agit. Maintenant, on dit, Djogbenou, tout ça là. Vous savez, le ministre Djogbenou est obligé de jouer celui qui est au courant de tous les dossiers pour ne pas aussi afficher son malaise. Sinon, en réalité, lui-même, il ne décide rien. Donc, c'est-à-dire, je crois que le président Patrice Talon doit d'abord expliquer à Djogbenou, à Mbedji, à tout le monde où il va. Tant que les gens ne comprennent pas, Mbedji n'est pas un homme. Là, n'est-ce pas une jeu faire au garde des Sceaux? Comment pouvez-vous parler avec si tant d'assurance que l'homme même s'interroge encore sur la direction qu'emprunte le chef? Vous savez, il n'y a aucun... Dites-moi, quel est l'homme d'affaires autour de Patrice Talon? Il a pris des fonctionnaires c'est pour mieux diriger. Pour être porte-parole d'un homme d'affaires. Mais comment voulez-vous qu'il se comprenne? Il ne peut pas se comprendre. Je ne peux pas être fonctionnaire et porter la parole d'un homme d'affaires. C'est une autre personne. Il n'est plus homme d'affaires. Il a dit officiellement. Patrice Talon, c'est fini ça. Non, il ne gère plus des affaires. Oui. L'homme d'affaires, c'est une nature. C'est une nature. Donald Trump est président... C'est pas des partis de cette nature-là? Non, on ne peut pas se départir de ça. Hein. C'est une nature. C'est compliqué. Il est né homme d'affaires. Il n'a jamais été fonctionnaire, jamais travaillé pour quelqu'un. Il ne sait défendre que ses intérêts, ce qui est normal. Seulement, il faut l'expliquer au peuple béninois. Il faut l'expliquer au peuple béninois. Et ça, ce n'est pas des fonctionnaires qui vont expliquer au peuple béninois la vision d'un homme d'affaires. Tous ceux que vous citez n'ont jamais été hommes d'affaires.
Le président Patrice Talon a un prototype. Il a une vision. Vous demandez, on dirait indirectement au chef de procéder à un remaniement ministériel. Là. Mais non, qui pourra l'accompagner là? Non, pas nécessairement remaniement. Vous savez, ce n'est pas une affaire d'hommes. Même les mêmes hommes, avec les moyens de travailler, vont travailler plus. Les ministres ont des tâches. Ils n'ont aucune autorité pour exécuter ces tâches. Ils n'ont aucun pouvoir pour exécuter ces tâches. Vous avez vu la rencontre entre le chef de l'État et les acteurs du secteur de la santé? Où le chef d'État, les acteurs de la santé parlent d'un dossier, le chef d'État maîtrise le dossier plus que ses ministres. Mais écoutez, je vous dis, il est important que... J'étais sur un plateau hier et les gens appellent. Ils disent, coach, ce n'est pas normal, il y a d'autres torts. On ne peut pas avoir le fleuve et souffrir d'eau. On ne peut pas avoir Coach Poyon qui est béninois et avoir cette gouvernance-là. Ce n'est pas possible. C'est quand même très simple. Je viens de grandes institutions africaines où j'ai fait des retraites avec eux, où la première chose qu'on a eu à faire, c'est définir la vision claire. Pourquoi on est là? Aujourd'hui, les ministres ne savent pas pourquoi. Ce que ça veut dire rupture, prenez 3 ministres en interview et demandez-leur la rupture, vous allez entendre 3 choses différentes. Il n'y a pas une cohésion de vision. Et tant que c'est comme ça, nous allons assister à ce que nous sommes en train de... Je vous dis encore une fois, tant que Patrice Talon ne cédera rien et fera des réunions où il ne cède rien, nous allons avoir la tension qui va monter progressivement. Le président doit céder. Éric Guénonon, vous avez l'impression vraiment que tout autour du chef, on s'interroge sur là où il va et on essaie juste de suivre les pas qu'il pose quand on le peut et comme on le peut, tout en pensant à son fauteuil? Ce n'est même pas une question d'interrogation. C'est si manifeste? C'est ce que nous constatons. Et pourquoi cela? Nous n'avons pas au pouvoir un homme d'État. Nous avons au pouvoir un messie politique. Un messie politique? C'est un messie politique. C'est du messianisme politique que nous faisons au Bénin. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir, tous ceux qui accèdent au fauteuil présidentiel ne viennent pas à partir d'un parti politique. Donc, ce qui signifie que les sérails politiques, les partis politiques ne donnent pas un chef d'État. Ils peuvent donner des députés, ils peuvent donner autre chose, mais le chef d'État qu'on a toujours eu depuis toujours a été toujours une personne venue de nulle part. Et quand on vient comme ça, on se recherche, on se cherche. Et ce qui est encore particulier, c'est quand on vient du monde des affaires, on avait des pratiques données. C'est vrai qu'un homme d'affaires a de la poigne, il a de l'énergie, il sait où il va. Mais une affaire ne se gère pas comme une administration publique. Si on peut, Éric, être d'accord avec vous qu'une affaire ne peut pas être gérée comme on gère des dossiers politiques, mais il est aussi une évidence que l'homme lui-même l'a affirmé haut et fort qu'il est prêt pour le job et qu'il s'y connaît. Il a accompagné ses acteurs politiques, il les a vus faire, il s'agissait juste de déplacer les pions. Non. Vous savez, cher monsieur, un faiseur de roi qui devient roi n'est pas roi. Il va essayer de s'acclimater, mais ça ne marchera pas comme un roi qui a grandi au palais et qui est de sang royal. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La vision doit être une vision communicative. Je communique la vision et la vision, elle est claire. Une personne porte la vision, mais cette vision-là est communiquée. Et quand on communique une vision, la vision touche toutes les couches de la société. Les couches sociales, les couches culturelles, les couches économiques, les couches agricoles. Mais on a l'impression que la vision n'est que capitaliste. Une vision capitaliste violente. Il faudrait beaucoup plus du social chez nous. Et le social permet d'apaiser les cœurs. Le social permet d'équilibrer les inégalités, d'équilibrer les injustices. Sans le volet social, on ne peut pas y arriver. Et pour qu'il y ait tout cela, il faut le dialogue. Oui, dans l'espoir, je ne vous interromps pas, c'est une transition que vous faites, une transition heureuse, dans l'espoir vraiment qui est l'oreille attentive et qu'on en arrive à constater que le mieux vivre est vraiment partagé. Le Front pour le sursaut patriotique, au niveau de sa plateforme, en appelle à une assise nationale. Cet appel
lancé il y a quelques mois et pour lequel ils auraient souhaité déjà que ce soit un dossier de classé depuis le mois de décembre 2017. Il le réitère, faute d'avoir eu une oreille attentive. Coach Poyon le disait tout à l'heure, le chef de l'État avait annoncé une rencontre avec les acteurs de tous les secteurs réunis au sein des centrales et confédérations syndicales. Mais Coach Poyon, à la dernière minute, cette rencontre a été avortée, reportée s'inédit. Elle n'aura donc plus lieu, pas tout de suite, mais peut-être dans les tout prochains jours. Mais au-delà de ce rendez-vous manqué, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la voie elle est toute tracée et que les deux parties pourront en arriver résolument à s'asseoir, se regarder en face et se dire ce qui ne va pas? D'abord, je me réjouis du report de cette rencontre. Vous vous réjouissez? Oui, je vais vous dire pourquoi. Et pourquoi? Parce que le chef d'État a rencontré les syndicats séparément il y a 24 heures, je crois. Et rien n'est sorti. Alors, il veut les rencontrer tous ensemble le lendemain. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un pas de plus. Le chef d'État s'est certainement donné plus de temps pour apprécier la situation. Et je crois que c'est sage. Je voudrais aussi, dans ce temps de méditation, rappeler au chef de l'État que la grandeur de Mathieu Kérékou se mesurait à sa capacité de savoir quand est-ce qu'il faut lâcher un peu. Quand est-ce qu'il faut lâcher quelque chose. Mathieu Kérékou est un homme d'État d'une dimension extraordinaire. Mais quand il a compris que le peuple était véritablement décidé, à 2 fois de suite, il a obéi au peuple. Il a obéi au peuple en 1990, il a obéi au peuple lorsqu'il a voulu avoir révision pour avoir un 3e mandat. Et je crois que le président Patrice Talon doit, en ces moments difficiles, s'inspirer de Mathieu Kérékou et lâcher quelque chose. Les assises, oui, mais si nous allons dans les assises avec ruse et rage, nous allons sortir des assises avec la bagarre. Je crois que le président Patrice Talon doit faire appel à des spécialistes pour leur dire, voici ce que moi je veux. Aidez-moi à me faire comprendre du peuple afin que nous puissions atteindre cet objectif. Voilà comment ça doit se passer. Et je crois que ces assises, si nous nous rassemblons, nous n'avons pas Monseigneur de Sousa, hein? Nous avons Monseigneur Mbedji qui est là, nous avons Monseigneur aujourd'hui au Bénin, mais qui pour la plupart, chat échaudé, craint l'eau froide, hésite à s'y mêler, hésite à s'y mettre. Nous n'avons pas quoi? Nous n'avons pas Maga, nous n'avons pas Ahomandegbe, nous n'avons pas Kwiti, nous n'avons pas ces hommes-là. Nous avons Mbedji, mais qui n'est plus en position de pouvoir influencer comme il a fait dans le temps. Vous voyez, les considérations de la conférence nationale de 90 ne sont pas là. Il faut réinventer les assises nationales. Il ne faut pas faire copie, il ne faut pas faire piste, parce que le Bénin est un laboratoire qui doit être quelque chose qui doit être proposé aux autres peuples. Et chaque jour, des pas en avant. Oui, Arnaud-Éric Guénonon, l'assise, l'appel lancé au dialogue national. Sous quel angle doit-on apprécier tout ceci pour, à l'arrivée, être fier d'avoir mené vraiment une démarche heureuse? Je ne pense pas que nous soyons au niveau d'un dialogue national. Il faut plutôt régler les problèmes cas par cas. Il faut de la casuistique. Il y a un dialogue à créer avec les centrales. Il faut créer ce dialogue-là en mettant l'accent sur quelque chose d'essentiel. C'est que quand on veut essayer d'arracher un droit, les devoirs payent le prix. En philosophie du droit, on parle de droit et devoir. Donc, quand on a le droit de gréver, il faut que, à côté, pendant qu'on grève, il y ait un service minimum sérieux et obligatoire. Il s'agit de cadrer le droit de grève. Mais si on arrache le droit de grève, le devoir des fonctionnaires, le devoir sera bâclé. Et nous sommes dans un État démocratique, dit-on. Et quand on est dans un État démocratique où il y a la communauté politique, la communauté humaine, il y a les droits de l'homme et il y a le droit des peuples et des nations. Et tout cet ensemble-là peut s'asseoir pour discuter. Et là, on a le consensus démocratique. Sans discussion, sans débat, on n'a pas de consensus. Mais quand on veut faire les choses à la vitesse de l'éclair, on ne peut pas s'en sortir. Il faut aller au débat, il faut aller au consensus.
Et le consensus apaise les cœurs, le consensus aide à polir les bouts aigus et pour que, ensemble, nous allions de l'avant. On ne peut pas aller de l'avant seul. On ne peut pas aller de l'avant seul. En 30 secondes, avant Coach Pognon, par rapport à cette sortie du FSP, peut-on parler d'une nuance signalée de dialogue ou c'était une marche pour la forme? Ah non, il fut un temps où j'ai été très dur en disant que bon, le FSP marche, c'est rien, mais là, ça devient sérieux. Là, ça devient sérieux. Et je crois que le chef de l'État doit faire très attention à ça. Ça devient sérieux. Parce qu'ils ont fait des marches où le peuple ne s'est pas senti concerné. Mais vous avez senti aujourd'hui que la jeunesse était là. Vous avez senti le mouvement étudiantin. Vous avez senti les élèves. Vous avez senti les taxis-motos. Ça veut dire que ça commence par prendre. Et le chef d'État doit faire très attention à ça. Je voudrais véritablement que le président écoute cette marche, décrypte cette marche, écoute les cris, enregistre et entende les cris et comprenne que le peuple a besoin que le président qu'ils ont élu les écoute, les entende et leur donne quelque chose. C'est très important. Merci, Coach Armand Pognon. Oui, Anoéric Aguénon. La politique est une question de débat. La politique est une question d'ouverture d'esprit. La politique, c'est la parole donnée aux uns aux autres autour d'une table familiale et communautaire. Je pense que c'est cela qui nous manque. Un homme politique ne s'enferme pas dans sa chambre, dans son bureau et dresse un programme en dehors de la parole du peuple, en dehors de l'action du peuple, en dehors de l'aide du peuple. C'est en écoutant le peuple, c'est en allant dans les hameaux, en parcourant les chemins qu'on peut découvrir qu'est-ce que le peuple veut. Merci à vous, Anoéric Aguénon. Merci à vous, Coach Armand Pognon. Que vous dites, vous autres téléspectateurs, merci pour la fidélité à nos programmes 100% BD. Vous l'avez compris, c'est terminé pour le numéro du jour, je vous le promets. D'autres plateaux, vous aurez encore ces invités pour vous apporter les contributions dont on a toujours besoin pour grandir et mieux faire. Cette citation, enfin, avant de prendre congé de vous, il est d'un expert en leadership de renommée internationale, conférencier et auteur, John Maxwell, c'est son nom, je le cite. Un homme doit être assez grand pour admettre ses erreurs, assez intelligent pour apprendre de celles-ci et assez fort pour les corriger. Mesdames, Messieurs, que de beaux rêves pour vous, à chacun d'opérer son choix. À demain pour un autre numéro de 100% Bénin. À très vite.